De retour sur le plateau de C'est la santé, émission en 2 parties consacrée aujourd'hui aux salles de consommation de drogue. C'est la 2e partie. On va revenir avec nos invités sur la polémique notamment qui est suscitée par ce projet. Mais avant ça, une question, il faut convaincre aussi pour mettre en place ces salles l'opinion publique, c'est ça en priorité. Comment faire pour convaincre l'opinion publique? Bien, si vous voulez, je peux intervenir à ce moment du débat. Comment faire? Je crois que la première des choses, et c'est notre raison d'être, c'est informer les gens. Informer les gens sur ce que sont et différencier ce que la lutte contre la guerre à la drogue et la guerre aux drogués. C'est-à-dire ces 2 axes forts en général qu'expriment les acteurs de la réduction des risques. Et il faut déjà positionner 2 éléments dans cet axe. Savoir que, d'une part, c'est quoi la lutte contre la drogue? C'est d'abord empêcher que le produit rentre en France. C'est la lutte contre les trafics. Donc ça, c'est effectivement du domaine du ministère de l'Intérieur, du ministère des Douanes. Lorsque cet obstacle est franchi, et nous sommes tous, bien sûr, dans cet axe-là, quelle que soit notre raison d'avancer dans le traitement de la toxicomanie, une fois cet axe-là passé, le produit est sur le marché. Le 2e axe fort, c'est la prévention. Pour vous donner un exemple, nous à Marseille, ici, la mission a 60% de son budget et de ses actions qui sont dirigées vers la prévention. C'est dire si c'est quand même l'axe fort sur lequel on s'appuie. Donc ça, c'est la ville de Marseille. Ville de Marseille. Je vous parle de ce que nous connaissons ici, mais je veux dire, en général, les politiques sont axées là-dessus. C'est la réduction, c'est la prévention. Mais quand, comme l'a dit tout à l'heure Béatrice, quand les gens ont franchi ces 2 étapes, ils ont pris le produit est là, ils l'ont pris, ils l'ont consommé, ils sont dans un axe où, si on veut les mener vers le dernier axe, qui est l'axe du soin, il faut bien les accompagner dans ces structures pour pas qu'ils prennent des risques, pour aller vers le soin. Donc on est vraiment dans cette politique qui s'appelle la politique de réduction des risques. On n'est plus à ce niveau ni moralisateur, ni regarder les gens avec compassion ou autre. On est dans un secteur qui est un secteur d'un professionnalisme important dans lequel il faut que cet axe-là soit pris en compte. Et donc, pour faire le lien avec les salles de consommation, dans ces outils de la réduction des risques, il y en a un certain nombre qui ont été déjà développés depuis que les politiques existent à ce niveau. Aujourd'hui, cet outil-là nous apparaît dans un contexte de population de plus en plus précaire, dans un problème de migration, nous paraît aujourd'hui l'outil qui va accompagner encore une fois, dans le cas de la réduction des risques, les gens vers la sortie de crise, vers le soin. Quelle image ont les usagers aujourd'hui, justement, pour la population? Les usagers de drogue, alors il y a des sociologues qui ont écrit des bouquins entiers sur l'usager un petit peu la brebis galeuse, celui par qui tout le mal arrive. Enfin, ils ont une image très diabolisée, ils sont stigmatisés, sont rejetés. C'est très difficile encore aujourd'hui de faire admettre une personne qui consomme des drogues ou même qui est sous traitement de substitution dans certains établissements, même s'ils ne le disent pas, parce que c'est interdit par la loi, le font quand même. Et donc, c'est des personnes qui sont extrêmement rejetées. Probablement aussi par méconnaissance, sont vécus comme des gens dangereux. Nous, ce que nous savons, c'est que les usagers de drogue sont, de par leur pratique, des gens qui sont en danger, qui sont vulnérables. Nous, ce à quoi nous attaquons, c'est au fait qu'ils sont aussi victimes de pratiques à risque dont ils peuvent subir les conséquences. Ce que je veux quand même dire, c'est qu'il faut quand même que les gens comprennent que depuis que l'homme est homme, il y a des drogues. Je veux dire, c'est probablement quelque chose qui est consubstantiel à la nature humaine même. C'est que très tôt, les humains ont su fumer des herbes, faire macérer des graines, se mettre la tête à l'envers. Probablement que c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et je suppose qu'autour de cette table, on le fait peut-être avec des choses illégales, sûrement avec des choses légales. N'oublions pas que l'alcool et le tabac sont aussi des drogues légales, celles-là. Et que la guerre à la drogue et le rejet des gens qui sont dans des consommations problématiques, c'est quelque chose qui est vain, qui ne mène nulle part, qui consomme énormément d'argent, qui ne rapporte rien. La guerre à la drogue a été lancée à l'échelle mondiale il y a de cela plus de 30 ans. Les résultats sont des milliards de dollars investis dans des épopées terrifiantes, avec comme résultat une augmentation au plan mondial du nombre d'usagers de drogue. Le nombre de gens qui consomment des drogues sur la planète augmente.
il serait temps qu'on revienne un peu sur cette vision comme ça du tout répressif et qu'on équilibre un tout petit peu. Je ne suis pas une sorte de libertaire comme ça qui prêche pour le droit, mais je pense qu'effectivement, avec des moyens beaucoup plus modestes et des choses que nous connaissons bien, que nous savons pratiquer, qui ont fait leurs preuves, nous pouvons aider les personnes qui consomment à ne pas, d'abord à rester en vie et à vivre dignement. Et moi, je prêche beaucoup pour, à travers ces actions de réduction des risques, non seulement améliorer la santé des personnes qui consomment, mais améliorer aussi leur citoyenneté. C'est-à-dire c'est des gens qu'on a rejetés, qu'on a bannis, mais qui ont des droits, et qu'à travers les actions qu'on peut mener vis-à-vis d'eux, à travers la responsabilisation qu'on attend d'eux, on peut aussi faire émerger une forme de citoyenneté à laquelle ils ont droit et qui leur est quand même largement déniée actuellement. Alors justement, je vous propose à présent une immersion avec un service mobile qui accueille des usagers de drogue. Le bus 3132 existe depuis plus de 10 ans, à Marseille, à Paris également. Il avait été mis en route par Médecins du Monde initialement. Son rôle, faciliter l'accès au traitement de substitution et aux circuits thérapeutiques. Regardez. Clément a d'abord été dépendant à l'héroïne. Depuis 13 ans, il est addict aux produits de substitution comme la méthadone. Il sait que le bus de l'association 3132 peut lui en donner 7 jours sur 7. Pour moi, c'était vraiment une solution de secours en période et en moment où on peut être vraiment mal et puis pas pouvoir avoir accès aux soins qu'on espérait en temps voulu. Pour avoir un traitement de substitution, il faut présenter une réelle dépendance aux opiacés, soit des signes de manque. L'équipe délivre aussi du matériel stérile, comme des seringues, et prévient les conduites à risque. C'est par exemple utiliser un filtre pour filtrer les particules lorsqu'on s'injecte, pour éviter les lymphangites. C'est utiliser des seringues stériles, c'est utiliser des pailles pour sniffer à usage unique. On donne par exemple des kits d'injection comme ça, le kit plus, pour injecter de façon stérile la petite cupule, les seringues, l'eau, le tampon d'alcool. Ce service mobile connaît bien les usagers. Souvent dans une situation très précaire, ils sont suivis par des travailleurs sociaux. Le but principal quand même du bus, c'est d'être une structure un peu passerelle. C'est-à-dire que là, c'est des gens qui viennent, qui n'ont pas encore de sécurité sociale ou même d'aide médicale de l'État. Donc le temps qu'on fasse les papiers, vu que c'est des démarches très longues, le temps qu'on fasse ça, ils restent ici. Puis après, le but, c'est de les relayer vers d'autres centres de soins, sur Marseille ou sur une autre ville, ou alors en médecine générale. Une boisson chaude, un peu de réconfort. Le bus représente beaucoup pour les usagers. J'ai arrêté l'héroïne et je prends un petit traitement de substitution. J'ai bien ralenti grâce à eux. J'ai arrêté l'héroïne depuis 2001 et c'est une grande association. Enfin, ils font énormément de bien. On essaye de s'en sortir. Moi, je suis en bonne voie là. Je vais prendre sûrement une formation pour faire moniteur éducateur, justement, pour faire comme eux. Le bus blanc passe 2 heures chaque jour dans le quartier de la Rose et près de la gare Saint-Charles à Marseille. Médecins, psychologues et éducateurs accueillent aussi les toxicomanes dans un local du 3e arrondissement 3 fois par semaine. On en parlait à l'instant, ce rôle social, il sera aussi présent avec ces salles de consommation. C'est quelque chose qui sera forcément impliqué dans le projet. Voilà, les gens le disent bien, c'est une entrée dans le soin, c'est quelque chose où c'est à nous d'aller au niveau d'eux, de les rencontrer là où ils sont et de les amener vers les dispositifs. Donc je pense que le professeur Simon peut parler, qui sont des dispositifs de soins tout à fait adaptés. Oui, mais je pense que d'ailleurs, le reportage est intéressant en ça, c'est qu'il montre quelques exemples de patients qui initialement étaient dans la rue, s'injectaient de l'héroïne. Ils sont passés après d'une étape où ils étaient complètement invisibles pour la société, enfin invisibles,
je dirais, hors réseau de soins, à un réseau de soins où on leur donne du matériel pour qu'ils puissent au moins, je dirais, ne pas prendre de risques ou pas surrajouter du risque au risque qu'ils prennent quand ils s'injectent des produits. Et après, ça a été dit dans le reportage, ils ont accès à des traitements de substitution aux opiacés, ce qu'on appelle dans le jargon des TSO, traitements de substitution aux opiacés. La méthadone, par exemple? La méthadone, la buprénorphine, par exemple. Et alors, l'intérêt de ces traitements, c'est de sortir véritablement les gens de leur dépendance, de les sortir de leur lien avec l'injection, de leur donner un médicament par voie orale qui va leur permettre de se réinsérer. Et on voit des patients qui sont, je dirais, d'anciens toxicomanes injecteurs, qui ne s'injectent absolument plus rien, qui prennent leur traitement tous les jours et qui ont une vie sociale tout à fait normale avec une activité professionnelle. Je pense que beaucoup seraient surpris de voir qu'autour d'eux, il y a quelqu'un qui prend un traitement de substitution aux opiacés, comme d'autres prennent un traitement antihypertenseur, je dirais. Et ça, on peut le prendre pendant plusieurs années parfois longtemps même. Tout à fait. Le seul risque, c'est de l'arrêter trop tôt. Je dirais, de l'arrêter trop tôt ou trop brutalement. Mais c'est un produit, ce sont des produits qu'on peut prendre effectivement pendant des années. Je dirais, si c'est bien suivi, il n'y a aucun problème à ça. Et ça permet vraiment aux gens, alors qu'ils étaient dans une dépendance où ils ne voyaient vraiment pas du tout comment s'en sortir, ça permet de leur refaire vivre normalement. Et c'est ça qui est vraiment très très important. Et c'est ce que décrit un des anciens usagers dans ce reportage, c'est qu'il en est sorti grâce à ça. Et c'est vraiment... ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça permet de sortir des gens, je dirais, de l'injection, de l'usage d'héroïne, etc. et d'avoir de nouveau une vie normale. Il faut bien considérer que ces gens-là, on n'est pas là pour juger de ce qui les a amenés, je dirais, à avoir cette pratique, cet usage de drogue à un moment de leur vie, mais il faut les aider à en sortir. Et aujourd'hui, on a deux traitements, enfin deux molécules, en l'occurrence la méthadone et buprénorphine, qui nous permettent de les aider à sortir de ça. Et donc ce bus, justement, un des rôles, c'est qu'il permet d'avoir accès à cette méthadone le week-end ou les jours fériés, lorsque la personne peut pas aller voir, par exemple, son médecin. Voilà, toute la difficulté, c'est d'aller au contact de cette population. Et donc le bus, c'est un outil, les salles de consommation seraient un autre outil, c'est des outils qui sont complémentaires. C'est d'aller vers ces gens-là pour les amener vers le soin. Et comme ça a été dit précédemment, un certain nombre de patients qui étaient des injecteurs, grâce aux salles de consommation dans d'autres pays, se sont mis à non seulement à avoir des soins, à se soigner, à faire les choses, on va dire, plus proprement, et puis même de passer à un traitement par voie orale. Et donc de sortir de l'usage à risque qu'ils avaient. Perrine Roux, vous avez des chiffres justement sur des évolutions sur plusieurs années, notamment à Vancouver, au niveau des baisses peut-être d'utilisation de stupéfiants? Alors des chiffres exactement, je dirais qu'il y a une réduction de la consommation chez les personnes qui fréquentent régulièrement la salle, et surtout c'est un pont vers l'accès au traitement de substitution. Donc évidemment les gens diminuent leur consommation et puis à travers ce traitement peuvent également se soigner pour d'autres pathologies. Donc ça a un effet très bénéfique en termes de santé pour les usagers de drogue. Alors on l'a vu à Marseille, le maire est d'accord sur le principe de l'ouverture de ces salles. En France, l'UMP reste hostile à la création de ce type de salle. Il dénonce une initiative qui banaliserait l'usage de stupéfiants. Je vous propose d'écouter Baptiste Bérard, qui est responsable de l'UNI à Marseille. On l'écoute. On est totalement contre parce qu'on estime qu'il ne faut pas apporter un confort aux addictions, mais justement faire en sorte qu'elles se révèlent de plus en plus difficiles. Parce que sinon, on risque de transformer un sentier déjà existant de la toxicomanie en une vraie autoroute. On pense qu'on ne peut pas régler un problème avec le produit qu'il a créé. Il vaudrait mieux mettre en place des sevrages avec des produits de substitution à dose dégressive comme la buprénorphine ou la méthadone qui sont déjà utilisés pour faire en sorte que le toxicomane se détache petit à petit de sa drogue, et tout en vérifiant évidemment que le produit ne soit pas détourné de son utilisation et qu'on n'ait pas un toxico qui se shoot aux frais de la sécurité sociale, on va dire. Une réaction, Patrick Padovani?
Oui, une réaction, une réaction pour montrer encore une fois que ne peuvent parler de choses que ceux qui les connaissent bien, je veux dire, et que les idées reçues et le flou artistique dans lequel on essaye d'évaporer une réflexion personnelle peut-être, idéologique, eh bien n'apporte pas suffisamment d'action et d'éléments au débat. On parle de substitution. Ce monsieur devrait savoir que, puisqu'on parlait d'injection à Marseille, quand même, au niveau des substitutions, l'accompagnement n'est pas simplement donner des produits. Le produit de substitution, comme dans le cas des TSO, a aussi des déviances. Peut-être plus souvent d'ailleurs à Marseille qu'ailleurs, puisque ce produit est aussi injecté alors qu'il devrait être fait par voie orale. C'est vrai qu'on fait des progrès aujourd'hui. Une autre forme du produit, de ce produit-là, du buprenorphine de haut niveau, arrive sur le marché avec d'autres éléments qui vont pas permettre l'injection. C'est un plus. On n'est pas défavorable, bien au contraire, on est acteur. Mais, je veux dire, on n'est pas dans cette dimension aussi restrictive que veut bien montrer ce jeune homme qui effectivement a ses raisons d'être comme ça, je ne les critique pas, mais je crois qu'il ne possède pas, comme beaucoup de gens, on le disait tout à l'heure, l'information, il ne possède pas l'information nécessaire pour pouvoir juger. Il y a une peur aujourd'hui, vis-à-vis de ces sujets. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que quand il dit qu'il ne faut pas leur laisser la vie tranquille, enfin, je ne sais pas exactement les mots que ce monsieur prononce, mais je crois qu'il n'a aucune idée de ce que c'est que la vie d'un usager de drogue à un stade de dépendance, parce que le stade où nous les rencontrons, et de la terrifiante vie que ces personnes l'amènent, et qu'il n'est pas question il est question d'être professionnel et d'être humain et d'être humaniste. Enfin, c'est quand même la doctrine de la réduction des risques. Et que ce que j'entends dans ses propos derrière, c'est qu'il parle des autres, comme si l'usage de drogue, c'était jamais soi, que ça pouvait jamais être soi. Mais moi quand je parle aux gens, je dis, mais ça pourrait être vous. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait toujours des gens, enfin, les gens ne le disent pas, hein, mais ça pourrait être votre fils. Enfin, je veux dire, ne jamais de se garder profondément de toute mesure de type exclusion, parce que vous ne savez jamais qui ça va toucher. L'idée que c'est les autres, ces gens de la rue, etc. On parle de la précarité, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui consomment des drogues et qui pourraient très bien, ce jeune homme, son frère, son camarade de fac ou quoi. Il faut qu'on arrête de dire qu'il faut leur mener la vie dure, parce que ces gens-là, leur vie est terriblement dure, et que notre boulot à nous de soignants, c'est au contraire, hein, de leur permettre de rester en vie ou quoi. Et justement, Nicolas Simon, peut-être un mot sur quel serait le plus de ces salles en ce qui concerne la prise en charge. Juste un mot pour rebondir sur ce qui a été dit par cet homme, ce représentant des étudiants. Quand on s'adresse, quand on parle d'usagers à risque, d'injecteurs, sniffeurs ou autres, on parle de patients. On parle des gens qui sont rentrés dans une dépendance pour une raison ancienne parfois, mais pour la plupart qui n'arrivent plus à en sortir et qui ne prennent même plus de plaisir à le faire. Ils sont simplement devenus dépendants. Et la caractéristique de la dépendance, c'est que même si vous avez plus d'aspect positif à le faire, vous n'arrivez pas quand même à en sortir. Et cette caractéristique de la dépendance, ça concerne l'héroïne, mais ça concerne aussi l'alcool, ça concerne le tabac, ça concerne toutes les addictions. Et ce que je voulais donc dire à ce jeune homme, c'est que là, on parle de patients. Et avoir un discours moralisateur face à des patients, en montrant du doigt certains patients en disant « ce patient-là est un bon patient », ce patient-là n'est pas un bon patient, je trouve que c'est un discours qui est vraiment passéiste. Je veux dire, les patients, ils n'ont pas choisi pour certains d'être aujourd'hui malades, il faut faire en sorte de les aider. Et il y a aujourd'hui des outils pour les aider. Il y a des outils, il y a des moyens, il y a des médicaments. Et il s'agirait, je dirais, de les utiliser. Et ce qu'on pourrait lui dire aussi, c'est que je serais assez surpris d'apprendre qu'autour de lui, il n'y a personne qui prend ni de l'alcool, ni du tabac, ni du cannabis, ni de la cocaïne, ni des amphétamines, ni quoi que ce soit. Des sujets dépendants, il y en a, des usagers de drogue, il y en a partout autour de nous. Il ne faut pas oublier que 100 000 morts par an en France sont dues à des usagers de drogue. Vous allez me dire, c'est l'alcool et le tabac. Mais quand même, c'est des usagers de drogue qui ont exactement la même dépendance
que les gens qui sont dépendants à l'héroïne. C'est exactement le même principe, et je dirais sur un plan physiopathologique, sur un plan cérébral, sur un plan de lésion au niveau du cerveau, c'est exactement la même maladie. La couleur de la substance n'est pas la même, je suis d'accord, mais c'est la même maladie. Et donc, il n'y a pas de bons et de mauvais patients. Et il faut mettre de côté les points de vue moralisateurs, il faut se focaliser, enfin, c'est les médecins qui parlent, sur la santé des gens. Alors je vais vous faire juste soumettre une autre question, ce sera peut-être plus Perrine Roux qui réagira. Donc en ce qui concerne les expérimentations, notamment en Allemagne, écoutez. Quand on regarde justement ces expérimentations qui sont faites, on a Joséphine Baxter, qui est vice-présidente de l'Association mondiale contre la drogue, de lutte contre la drogue, qui nous dit, qui est très alarmée par rapport à ces salles de shoot, parce qu'elle nous dit que justement, ça n'aide pas le toxicomane à décrocher de sa drogue, mais justement, ça l'incite à continuer. En Allemagne, après la mise en place de ces salles de shoot, on observe une augmentation de 15% du nombre d'héroïnomanes. Donc on peut se dire qu'il pourrait arriver la même chose en France. Alors je crois que ce chiffre vient aussi du Figaro qui a sorti un article récemment. Est-ce que c'est un chiffre véritable ? Ce chiffre ne vient pas d'une étude scientifique qui a été publiée et donc qui a été revue par des experts scientifiques sur la question. Il y a une augmentation globale et mondiale de l'usage de drogue, donc l'augmentation de la consommation d'héroïne est certainement liée à cette dynamique mondiale. Après, que ça n'aide pas les personnes à sortir de leur dépendance, il faut savoir que la dépendance c'est un processus long et que la personne ne va pas sortir de sa dépendance du jour au lendemain. Donc c'est un peu pour ça que voilà, les salles de consommation vont permettre de répondre à ce processus qui prend du temps et qui permet petit à petit à la personne d'accéder à la prévention, aux soins et donc de sortir de sa dépendance. Je voudrais rebondir sur ce chiffre et par rapport à l'amalgame qui est fait entre les salles de consommation et l'augmentation du chiffre de toxicomanes. Donc en France, on est bien d'accord, ça n'existe pas. Depuis 2000, sur la population des jeunes jusqu'à 25-30 ans, on a eu 24% d'augmentation de consommation de cannabis. Ce qui n'est donc pas dû aux salles, puisqu'elles n'existent pas. Donc cette consommation de 24% de cette population de jeunesse du cannabis, elle est un phénomène planétaire de société, comme l'a dit Perrine. C'est pas du tout dû à un petit point stratégique. C'est dû à la société actuelle. C'est dû aussi au comportement social. Je veux dire, on est dans une société de la performance, où il faut toujours être le meilleur, le plus fort, le plus costaud, pour réussir. Donc ces addictions aussi, si on veut réfléchir en termes idéologiques, on peut aussi les concevoir comme étant la conséquence d'un certain type de société. Puisque nous sommes aujourd'hui engagés dans cette société de la performance et certains ont besoin de produits pour être dans la performance. D'autres se shootent, entre guillemets, au sucre. Il y a des addictions au sucre. C'est un produit pourtant qui est pas... Il y a des addictions aux jeux vidéo, il y a des addictions au travail même. Donc, pour vous dire, faut-il à ce moment-là répréhender les gens qui sont dans ces addictions-là aussi. Alors, une des inquiétudes aussi récurrentes des détracteurs, c'est la question du voisinage. Voilà, ils sont inquiets. Est-ce que les voisins de ces salles de consommation, est-ce que ça ne va pas faire venir plus de dealers voilà, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors si vous posez la question à des publics qui sont concernés de près dans des enquêtes par le public qui est dans leur quartier, par exemple prenons à Marseille le quartier de l'Hypercentre près de la gare Saint-Charles où il y a effectivement une plus grosse densité de consommateurs, mais vous verrez que la plupart des gens, lorsqu'on leur explique bien la thématique, ils sont favorables. Moi, j'ai eu, dans les années, au tout début où la question avait été soulevée en 2010, des présidents de CIQ du secteur qui m'ont dit oui, nous sommes favorables, parce que ça évitera, en termes de tranquillité publique et en termes de santé publique, que des enfants puissent récupérer des seringues dans la rue, par terre. Et donc, maintenant, si vous interrogez effectivement des gens dans des quartiers où il n'y a pas ce dispositif, où il n'y a rien, etc., les gens vous diront, ah ben non, surtout pas, parce qu'ils auront peur qu'on leur mette chez eux. Mais le public n'est pas hostile à ces ouvertures. Il y a des études
étrangères. Malheureusement, nous les Français, on n'est pas extrêmement bons là-dessus. Il y a des études qui montrent clairement que là où il y a des dispositifs qui accueillent et qui offrent des services adéquats aux personnes, il y a une diminution de la criminalité, en particulier sur la criminalité spécifique qu'on met le plus souvent en relation avec les usagers de drogue, c'est-à-dire vol à la tire, vol à l'arraché, et que donc effectivement si les personnes, ce qu'a évoqué tout à l'heure le professeur Simon, c'est-à-dire la question des traitements de substitution par exemple, non seulement ça stabilise le sujet par rapport à sa consommation, mais ça le sort complètement de la clandestinité. Il faut quand même dire, c'est que le trafic de drogue, qui est un trafic hyper juteux et qui fait ses choux gras de la répression, c'est parce que plus il y a de la répression, plus il y a de la clandestinité, plus il y a du trafic. Hein. Donc une personne qui consomme doit avoir beaucoup d'argent, donc se livre à des actes illicites de type deal et de type vol. Et si, par exemple, nous pouvons faire entrer ces gens dans des traitements de substitution, et bien du jour au lendemain, le problème de l'argent, il est réglé. C'est-à-dire acheter sur le marché illicite de l'héroïne qui n'est même plus source de plaisir, comme c'était évoqué, et qui va coûter 100 € par jour, disons le prix moyen, du jour au lendemain, la méthadone, qui est donnée gratuitement dans les centres, fait que la personne, son problème par rapport à l'argent, il est réglé du premier jour où il rentre dans un dispositif de soins. Et bien ça va faire immédiatement tomber les moyens, les actions illicites par lesquelles ces gens-là se procuraient de la drogue. Ce sera du coup le mot de la fin, parce qu'on est déjà à la fin de cette deuxième partie d'émission sur les salles de consommation. Je vous invite donc à retrouver l'intégralité de l'émission sur Internet. Merci beaucoup à tous les quatre donc, pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche ou sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à tous.